Kayane. Bonjour. Merci de nous consacrer quelques minutes pour nous parler de ton parcours, un parcours assez incroyable qui va d'ailleurs assez logiquement dans le sens de la table ronde précédente aujourd'hui, puisqu'on va parler de ton parcours très atypique. La plupart des gens peut-être ne te connaissent pas ici parce que c'est pas forcément leur univers, mais je pense que beaucoup de personnes ne me connaissent pas. Mais tu es quelqu'un dans le milieu du jeu vidéo, dans le gaming, pour plusieurs raisons. Alors Kayane, c'est pas ton vrai nom, tu t'appelles Marie-Laure dans la vie de tous les jours, comme on dit à la ville. Tu es une gameuse, mais alors une gameuse spécialisée dans le jeu de combat. Alors déjà, ça c'est quelque chose d'assez spécial, d'assez extraordinaire, puisque on rappelle dans le gaming et notamment le jeu de combat, 1-2% des gamers sont des gameuses. Oui, on n'est pas beaucoup de filles. Déjà dans le jeu vidéo au sens global, en compétition, on est très peu à participer en tant que fille. Mais en plus de ça, dans les jeux de combat où c'est du 1 contre 1, il y en a encore moins. Je vais donner ton CV. Ton CV, c'est une inscription au Guinness World, puisque tu es le record pour une femme de podium dans les jeux de combat. Tu en as fait 67. Tu es née en 1991. Merci. Voilà, petit applaudissement. C'est adorable. Ça fait toujours plaisir. Merci. Et tu vas nous parler d'abord de ton parcours, de la construction de ta communauté, et puis aujourd'hui, puisque c'est aussi notre sujet, de parler de ta façon d'aborder le marketing digital, et puis les collaborations, et notamment la monétisation aussi de ton travail. Toi, tu as démarré le jeu vidéo à 4 ans. Tout à fait. J'ai commencé très jeune. Est-ce que tu peux nous parler de ta jeunesse? Comment tu es tombé dedans? Alors, j'ai 2 grands frères qui ont 7 ans et 11 ans de plus que moi et j'avais l'envie de partager quelque chose avec eux, mais du fait de la différence d'âge, ça ne pouvait pas vraiment être le sport parce que je pense qu'ils n'auraient pas eu envie que je m'implique avec eux à jouer dans le jardin ou au foot, ou ce genre d'activité. Et par contre, les jeux de combat, c'était leur truc. Ils adoraient le jeu de Tekken, ils étaient même champions sur ce jeu-là. Et ce que j'adore dans les jeux vidéo, c'est qu'il n'y a pas de distinction physique entre les hommes et les femmes et qu'on peut jouer sur une même plateforme ensemble, côte à côte, et pas de distinction physique. Et en plus de ça, à mon âge, je pouvais déjà jouer avec eux sur une même partie. Même si dans la vie, c'est quand même encore très macho, on en reparlera un peu plus tard. C'est ça, on en Mais reparlera. finalement, dans ce monde virtuel, finalement, on n'est ni un homme ni une femme, on est finalement son avatar, en fait, c'est ça. On est incarné par un personnage qu'on va choisir, qu'on va contrôler. Et c'est ça qui me plaisait, en fait, dans les jeux vidéo, c'était de pouvoir incarner ça et de pouvoir partager cette passion avec d'autres personnes. À 12 ans, tu deviens championne européenne de Soul Calibur, qui est un jeu. Tu peux nous parler de ce moment-là? J'ai commencé très jeune les tournois, donc quand j'avais 9 ans, et la plupart des joueurs se disaient mais qu'est-ce que fout une gamine ici, elle n'a pas sa place, elle devrait retourner jouer à la poupée, voilà, ce genre d'activité. Oui, à 9 ans j'ai commencé mes premiers tournois et on me disait déjà ce genre de choses, que je n'avais pas ma place et ça me foutait en rogne, vraiment. Je me disais que si j'ai complètement ma place et je vais la prouver. Je vais le prouver en faisant des tournois, en participant. Et je pense que la meilleure façon de prouver qu'on a sa place, c'est de faire des résultats. Et c'est ce que j'ai continué de faire après mon premier tournoi. Et en effet, à 12 ans, j'ai remporté un gros tournoi. C'était un des premiers tournois où il y avait du cash prize à gagner, donc de l'argent en jeu. Et il y avait 1 500 € à l'époque où je n'avais pas encore de compte en banque. Et ça m'a permis d'être repérée par des structures e-sport. Donc l'e-sport, c'est le jeu vidéo en compétition, le sport électronique. Et à partir de là, j'ai été dans des associations, des structures e-sportives qui m'ont défrayée pour aller dans des événements qui sont en dehors de Paris. Alors là, tu vas commencer à construire, on va le dire, ton business. Tu vas faire une école de commerce parce que c'est aussi important d'avoir cette formation. D'ailleurs, on ressent cette formation aussi derrière puisqu'on le verra, aujourd'hui, tu as créé ta structure indépendante. Aujourd'hui, tu t'appuies sur une communauté de 350 000 fans et surtout, tu t'appuies aussi sur un job que tu as dans une chaîne qui s'appelle Game One, où tu es animatrice. En quoi c'est quelque chose qui apporte aujourd'hui, malgré ce côté niche, d'être quand même visible dans les médias traditionnels, on va dire? Alors, je n'ai absolument pas de formation d'animatrice et on m'a quand même donné cette possibilité-là d'être animatrice sur Game One, qui est une chaîne de télé qui concerne les jeux vidéo. J'étais passée quand j'avais 10 ans sur la chaîne parce que je battais déjà beaucoup de gens et que c'était intéressant pour la télé de montrer qu'une petite fille poutre des mecs à leur jeu.
Donc c'est pour ça qu'on m'avait invitée. Et plus tard, 10 ans après, ils se sont demandé qu'est-ce que devient la petite fille qu'ils avaient invitée à l'époque. Et ils ont vu que j'ai toujours continué à faire des tournois. Et eux qui avaient besoin de plus de présence féminine à l'antenne m'ont contacté pour présenter, animer des émissions. Et ça a été un gros boost dans ma carrière puisque... comme vous le savez maintenant, je fais dans le jeu vidéo. C'est déjà une activité qui n'était pas très bien vue il y a 20 ans quand j'ai commencé. Mais les jeux de combat, c'est encore pire parce que les gens associent beaucoup ça à de la violence, parce que c'est des personnages qui sont un contre un. Et c'était difficile pour moi de vivre de cette passion-là. Et la visibilité que m'a donnée Game One m'a permis de toucher un plus large public qui aime les jeux vidéo au sens large et pas particulièrement les jeux de combat. Et grâce à ça, j'ai pu décrocher des partenariats, des sponsors dus aux réseaux sociaux qui ont monté, dus à la visibilité que m'apportait la télé. On va en reparler dans un instant justement de ces modèles de collaboration. D'ailleurs, ça permet aussi à des marques d'aller sur ces terrains-là alors qu'elles ne le sont pas forcément. Je pense par exemple à des marques de cosmétiques aussi, puisque assez naturellement, c'est plutôt des marques de tech, des opérateurs qui vont aller sur le jeu vidéo, en tout cas s'associer à des personnalités comme toi. Je veux juste reparler de la place des femmes justement dans ce milieu du gaming et du jeu vidéo. Alors, c'est vrai qu'on a toujours cette image du gaming, de l'adolescent attardé dans sa chambre en train de jouer à sa PlayStation. C'est pas du tout ça en fait. D'abord, c'est beaucoup plus large. Beaucoup de gens font du gaming. Il suffit de jouer à Candy Crush dans le métro. Alors, c'est une autre sorte de gaming. Mais aujourd'hui, comment justement... d'abord, le stéréotype du portrait du gamer qui n'est plus celui qu'il est en 2023, et puis surtout de la place des femmes aujourd'hui. C'est quoi ton discours autour de ça ? Quand j'ai commencé, il y avait très peu de femmes. Très peu de filles. J'étais une enfant, donc je parle de filles, femmes. Ça tend à évoluer. Maintenant, il y a de plus en plus de filles qui ont l'envie de faire de la compétition et qui viennent en tournoi, même si on reste à un petit pourcentage. Il y a de plus en plus de femmes qui, par contre, vont avoir des rôles essentiels pour l'organisation d'événements ou pour faire vivre ces événements. Donc, on a des organisatrices de tournois, on a des commentatrices, des analystes, des personnalités qui vont aussi aller interviewer des joueurs. Donc, elles ont un rôle très important maintenant dans la communauté. Et maintenant, ce qui est difficile à attirer, c'est des joueuses. Des joueuses qui sont professionnelles ou qui veulent tout simplement découvrir la compétition. Parce qu'il y a malheureusement encore beaucoup de travail à faire au niveau de la modération sur les plateformes de streaming, notamment Twitch et YouTube, où lorsqu'une fille va apparaître à l'écran, on a des personnes qui seront cachées derrière leur écran et qui vont écrire des messages pas très gentils et qui vont critiquer le physique, qui vont critiquer leur crédibilité, leur légitimité, pourquoi elles sont là, c'est qui, c'est la copine de qui, oh elle est moche, oh elle est grosse, elle est ci, elle est ça. Et quand c'est des gars, on leur dit pas tout ça. Et le fait qu'on ait de plus en plus de femmes qui jouent, elles sont d'abord chez elles regardent ce stream-là, ce streaming de la compétition, elles voient qu'il y a une fille, elles vont naturellement, je pense, les encourager. Mais elles vont voir tous les commentaires négatifs et elles vont se dire « Ah non, j'ai pas envie d'être là, j'ai pas envie que ce soit moi qui soit critiquée ». Donc elles ont tendance à avoir peur et ne jamais se déplacer. En fait, ce que tu racontes là, c'est aussi pour beaucoup ce harcèlement dans la vie de tous les jours aussi, non ? Ça l'est, mais je pense qu'on a une possibilité de diffuser davantage dans les jeux vidéo parce qu'on stream constamment. On est tout le temps vu, on est physiquement tout le temps filmé, on est présent, on est sur place. Et le jeu vidéo, c'est formidable aussi pour ça, c'est que ça va réunir des gens de tout milieu à venir se rencontrer et à jouer. Mais derrière, on peut avoir des personnes qui vont être beaucoup de jeunes. Parce que les jeux vidéo, ça réunit beaucoup de gamins, beaucoup de gamines, beaucoup de gens qui vont critiquer sans penser aux conséquences de leurs paroles. Mais quand on va vraiment aux événements, c'est pas du tout ces personnes-là qu'on va voir. Justement, ceux qui c'est entre le milieu amateur et le milieu professionnel, on va dire, d'une certaine façon. Dans ces tournois-là, il y a le côté amateur, il y a le pro. Il y a les deux qui se rejoignent. C'est juste que c'est pas ces personnes qui vont critiquer qu'on va voir dans les vrais événements. On a de vrais passionnés qui vont venir et qui vont être très ouverts et très respectueux dans les événements physiques. Et c'est pour ça que j'essaye de dire aux femmes de venir, de ne pas se fier à ce que des gens vont dire en anonyme sur Internet et de vraiment aller à la rencontre de la communauté sur place.
parce que c'est de vrais passionnés qui vont partager leur passion et qui ne vont pas du tout avoir cette attitude négative. Qu'est-ce qui manque encore? Est-ce qu'il faut plus de régulation sur les plateformes? Est-ce qu'il faut plus d'éducation? Est-ce qu'il faut un peu de tout ça pour que justement on ait plus de mixité, un peu moins de machisme? On imagine aussi dans ce milieu du jeu vidéo, que ce soit surtout milieu amateur, d'après ce que je comprends en fait. Je pense qu'il y a une grosse responsabilité à prendre de la part de ces sites qui vont héberger notamment des forums où ça va critiquer beaucoup de personnalités féminines, des streameuses, des joueuses. Mais comme ça apporte du trafic, il y a un peu d'hypocrisie où ils vont dire on n'a pas vu ces messages-là, ils vont les laisser exploser, ça va faire des dizaines de pages et beaucoup de commentaires, donc forcément du trafic sur leur site qui grâce à la pub va leur apporter beaucoup d'argent. Mais je pense qu'il faut vraiment arriver à censurer ces personnes-là qui n'arrêtent pas d'insulter. Et pareil sur Twitch ou YouTube, il faut arriver à créer la censure sur toutes ces paroles très blessantes. Quel est ton regard autour de la régulation, autour de l'influence? On a vu notamment, le législateur a mis en place des nouvelles mesures, on va dire. Il y a la répression des fraudes qui commence à s'attaquer au placement de produits. Justement, aujourd'hui, quel est ton regard? Est-ce que c'est quelque chose qui, effectivement, est plutôt positif selon tes yeux, on va dire? Je trouve ça vraiment bien qu'il y ait de plus en plus de marques qui vont s'introduire dans le gaming parce que, comme je le disais, ça touche des hommes, des femmes, des gens de tout milieu à s'amuser ensemble. Et surtout, il y a vraiment tout type d'âge. On a plein de jeux qui sont accessibles à des âges différents et qui vont être de tout genre. On peut avoir ce qu'on appelle des FPS comme Counter-Strike, Call of Duty, etc. On a des jeux de combat comme moi avec du Street Fighter, du Tekken. On va avoir des jeux de réflexion. On a de super studios français qui font des jeux comme Assassin's Creed ou bien Detroit Become Human qui vont nous permettre de réfléchir sur la société et de prendre des choix, de ne pas vraiment devoir être à la frame près, à faire des actions très précises, mais vraiment de réfléchir sur la société, nous faire prendre des choix dans le jeu et à travailler notre empathie aussi. Bon, il y a vraiment tout type de jeux qui sont super et je pense que les marques devraient davantage s'investir dedans plutôt que d'avoir l'image négative des joueurs qui restent chez eux et qui ne sortent pas. Et plus globalement autour de l'influence, alors ça te concerne un peu moins, mais tous ces influenceurs qui pour certains ont vu leurs revenus s'effondrer parce qu'il y a eu des problèmes autour des placements de produits. Quelle était ta vision de tout ça? Parce que toi aussi tu t'appuies sur une communauté d'une certaine façon. Le fait que ce soit régulé de façon à ce que n'importe quelle personne qui fait de la publicité, la promotion de quelque chose, doivent le dire clairement, je trouve ça très bien. Parce que, toi, tu l'as toujours fait. Moi, je l'ai toujours fait, avant même qu'il y ait une loi qui régule cette façon de faire de la publicité. Mais ce n'était pas clair auprès du public. Des fois, lorsqu'on donne notre avis sur un jeu, par exemple, ou un produit, les gens vont dire « Ah, mais t'es payé pour le dire ». Alors que quand c'est payé pour le dire, moi, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours mentionné. Il y a un hashtag publicité ou sponsorisé. Mais le public commençait à douter de tout et de tout le monde, alors que des fois, c'était vraiment sincère. Et le fait d'être obligé de le faire, déjà, ça va distinguer ceux qui font vraiment de la promo et ceux qui pensent sincèrement ce qu'ils disent. Tu as une vraie liberté de parole, on le voit aujourd'hui. Et d'ailleurs, toi, justement, dans ta collaboration avec les marques, tu le revendiques, tu dis que c'est toi qui choisis finalement les marques. On va en citer certaines, Intel, Asus. Et Orange, comment elle se fait la rencontre avec les marques, justement, quand on est quelqu'un comme toi, une gameuse professionnelle avec une communauté? Alors, ça s'est fait assez naturellement parce que comme je suis joueuse professionnelle, je vais par exemple animer des scènes dans un salon qui s'appelle la Paris Games Week où des marques comme Orange, Asus, Intel vont avoir leur propre stand ou leur propre scène et pendant toute une semaine, il faut faire des animations pour attirer le public à découvrir leurs produits, leurs services. Et pour ça, ils font appel à des animateurs, des joueurs qui vont jouer sur scène et créer une interaction avec le public. Comme il y a beaucoup de personnes et qu'il y a plein de stands, beaucoup de concurrents sur place, ils vont essayer de faire les meilleures animations possibles pour attirer du monde à voir ce qu'ils font. Et c'est typiquement là que je vais intervenir, c'est-à-dire que je vais jouer sur un jeu de combat avec leur matériel face à un public qui va venir sur scène et jouer contre moi.
Donc ça attire une belle jeunesse pour eux et ça attire une bonne image parce que ça va attirer des gens à consommer leurs produits. Et ça se fait très naturellement puisque je suis vraiment consommatrice de leur PC, de la fibre. Et donc ça coule de source. Et puis, tu as amené finalement, on va dire, des secteurs d'annonceurs, des marques qui ne sont pas forcément dans le jeu vidéo, par exemple. Je pense par exemple à la cosmétique. Comment finalement une marque, elle se dit, bah, tiens, je vais aller travailler, faire une collab avec une gameuse professionnelle. Je crois que c'est le cas de Sephora. Tu peux nous raconter ? Oui, récemment, il y a eu Sephora qui m'a contactée pour faire une vidéo sur Instagram pour présenter ce qu'ils ont fait autour de la marque Fenty Beauty, donc la marque de cosmétiques de Rihanna. Et dans la plateforme Roblox, ils ont créé tout un univers, plein de petits mini-jeux sympas pour le public, pour découvrir la marque. Et Sephora m'a contacté pour présenter les jeux qu'il y avait dans cet univers qu'ils ont créé, cet univers Sephora Cross Fenty Beauty. Et honnêtement, c'était la première fois que je collaborais avec Sephora. Donc ça m'a fait plaisir parce que je suis une grande consommatrice de Sephora. Et avant ça, il y a eu aussi Yves Saint Laurent, avec qui j'ai collaboré pour un shooting autour d'un message qui est You Made Me. Donc pour une sorte de déclaration à ses proches, à ses parents, pour dire grâce à vous, je suis devenue ce que je suis. Et ça a fait le cadre d'un shooting et d'une campagne de communication autour de ça. Ce qui est intéressant, c'est que même dans ta volonté d'aller chercher des marques non endémiques, comme on dit, il y a aussi cette volonté de combattre les stéréotypes. On en parlait en préparant tout à l'heure. Finalement, ce qu'on se disait, l'image du gamer, l'adolescent attardé dans sa chambre qui joue à la PlayStation, il n'est plus du tout là-dedans, puisque c'est un consommateur aussi, c'est une consommatrice. Et c'est aussi, je crois, ce que tu veux expliquer aux marques, d'une certaine façon. Oui, bien sûr. Pour tout vous dire, ce week-end, on a organisé un tournoi intergénérationnel en équipe avec Street Fighter 6, où on avait un senior et un jeune entre 16 ans et 25 ans qui faisaient partie de la même équipe et devaient se qualifier à travers plusieurs résidences pour seniors Domitis. Et la championne, c'est une femme de 94 ans et demi. Ah ouais, alors là, on combat vraiment les stéréotypes. Oui, elle a gagné. Il faudra qu'on l'invite la prochaine fois. Elle a été absolument incroyable et elle a dit que c'était un des plus beaux jours de sa vie parce qu'elle a pu jouer, elle a pu faire la connaissance de son binôme qui était un jeune garçon très gentil et qui était vraiment très excité à l'idée de jouer avec elle. Et ils ont affronté bon nombre d'équipes pour arriver jusque-là. Et la scène et la finale s'est faite devant un public enflammé. Et c'est génial de pouvoir, finalement, grâce aux jeux vidéo, réunir des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées autrement et pour partager des matchs avec beaucoup de passion. Juste un mot en quelques secondes, tu organises des événements aussi, c'était aussi ton autre activité, tu peux nous en parler en 2 secondes ? Oui, j'organise des tournois de jeux vidéo, de jeux de combat notamment. Par exemple, un éditeur qui va sortir un jeu vidéo prochainement fait appel à moi pour organiser une des étapes européennes de son circuit mondial. Et ça, par exemple, je le fais à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Et ça va être super canon parce que c'est la première fois qu'on me confie quelque chose d'aussi gros. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir organiser ça. Kayane, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Alors moi je vis vraiment au jour le jour parce qu'à chaque fois qu'on me propose quelque chose de nouveau, j'ai moi-même jamais pensé et c'est un milieu qui évolue très vite, mais si on peut me souhaiter beaucoup de succès dans tous les projets à venir auxquels je n'ai pas pensé parce qu'on va me le proposer sans doute dans les jours et les semaines, dans les mois à venir, peut-être même que vous allez discuter avec moi et on réfléchira à ça ensemble, mais en tout cas je souhaite que du bon pour l'évolution du jeu vidéo et de l'e-sport en France. Merci en tout cas pour ton éclairage, merci pour ton parcours.